Dans la vidéo précédente, nous avons jeté les bases du modèle IS-LM en explorant le rôle crucial des courbes IS et LM dans la détermination du revenu national et du taux d'intérêt d'équilibre dans une économie. Nous avons vu que la courbe IS établit le revenu national d'équilibre en fonction du taux d'intérêt sur le marché des biens et services, tandis que la courbe LM détermine le revenu national d'équilibre en fonction du taux d'intérêt sur le marché monétaire. Lorsque ces deux courbes se croisent, elles indiquent le point où l'épargne équivaut à l'investissement, tel que représenté par la courbe IS, et simultanément, la demande de monnaie équivaut à l'offre de monnaie, comme le montre la courbe LM. Ce point d'intersection révèle un équilibre macroéconomique à court terme, où les marchés des biens et services, illustrés par la courbe IS, et le marché monétaire, représenté par la courbe LM, sont simultanément en équilibre. Cet équilibre est essentiel pour comprendre comment les politiques monétaires et fiscales influencent le revenu et le taux d'intérêt dans une économie à court terme. En somme, l'intersection de IS et LM dans le modèle IS-LM identifie le niveau de revenu national et le taux d'intérêt où il n'y a pas de déséquilibre sur les marchés des biens et services ni sur le marché monétaire. Dans cette deuxième partie, nous allons établir l'équation de l'équilibre général dans le cadre du modèle IS-LM, puis nous nous intéresserons aux causes potentielles de fluctuation du revenu national. Plus précisément, nous verrons comment des changements dans les variables exogènes dus à des chocs ou à des modifications de politique économique se répercutent sur le taux d'intérêt et le revenu national lorsque le niveau des prix est constant. Enfin, nous évoquerons les deux cas particuliers du modèle que sont d'une part la trappe à liquidité et d'autre part le plein emploi ou cas dit classique. Nous avons précédemment construit les courbes IS et LM sur la base des équations linéaires suivantes, qui donnent les niveaux d'intérêt et de revenus pour lesquels le marché des biens et services et le marché monétaire sont à l'équilibre. La courbe IS est décroissante, c'est-à-dire que le revenu augmente quand le taux d'intérêt diminue. La courbe LM est en revanche croissante. Le revenu augmente quand le taux d'intérêt augmente. Lorsque l'une des variables autonomes bouge, les courbes se déplacent. La courbe IS se déplace à droite chaque fois que l'une des variables autonomes de son équation augmente le revenu Y. C'est le cas, par exemple, lorsque les dépenses publiques G augmentent. La courbe IS se déplace à gauche dans le cas inverse, lorsque le revenu diminue sous l'effet d'une baisse des dépenses publiques, par exemple. La courbe LM se déplace vers le haut lorsque l'offre de monnaie diminue, entraînant une hausse du taux d'intérêt, et vers le bas dans le cas inverse. L'équilibre général dans le modèle IS-LM est atteint lorsque les conditions d'équilibre sur le marché des biens et services, représentées par la courbe IS, et sur le marché monétaire, représenté par la courbe LM, sont simultanément satisfaites. Cet équilibre se manifeste au point où les courbes IS et LM se croisent dans le diagramme IS-LM, correspondant à un niveau spécifique de taux d'intérêt et de revenus. Mathématiquement, cet équilibre est trouvé en égalisant les équations des courbes IS et LM, ce qui détermine les valeurs spécifiques du taux d'intérêt et du revenu où les deux marchés sont en équilibre. En utilisant les variables K et DO, on simplifie ainsi l'équation de la courbe IS. Ce qui donne pour R l'expression suivante. On substitue ensuite l'expression de R dans l'équation de LM. On obtient finalement la valeur de Y au point d'équilibre. On injecte ensuite cette expression de Y dans l'équation de IS, et on résout pour R. Les valeurs de Y et R à l'équilibre sont ainsi données par les équations suivantes. La question cruciale qui se pose maintenant est de comprendre comment le point d'équilibre, notamment en termes de revenus ou production, évolue en réponse à divers chocs et fluctuations exogènes.
Cette compréhension est essentielle pour anticiper et répondre efficacement aux changements économiques. Voyons par exemple comment le revenu national peut être affecté par un changement dans la demande autonome. Il suffit pour cela de calculer la dérivée de Y par rapport à DO. Lorsque la demande autonome augmente, le revenu augmente également d'un facteur égal à l'expression suivante. Cela est vrai pour n'importe quelle composante de la demande autonome. En cas de variation des dépenses publiques, le multiplicateur est différent que celui qu'on avait avant la prise en compte du marché monétaire. Plus précisément, il est plus faible en raison de la présence au dénominateur du produit de G par le rapport alpha sur bêta, qui est positif. Une augmentation des dépenses publiques, par exemple, entraîne une hausse du revenu, influençant ainsi le taux d'intérêt comme nous l'avons observé. Cette hausse du revenu augmente proportionnellement la demande de monnaie pour les motifs de transaction et de précaution. En situation d'offre monétaire inchangée, cela conduit à une diminution des liquidités disponibles à des fins spéculatives, provoquant ainsi une hausse du taux d'intérêt. Cette augmentation du taux d'intérêt, en agissant à l'encontre de l'investissement, tempère l'accroissement initial du revenu induit par l'augmentation des dépenses publiques. En conséquence, le multiplicateur des dépenses autonomes dans le modèle ISLM, qui tient compte des interactions avec le marché monétaire, n'est pas aussi puissant que celui envisagé dans le cadre initial keynésien. Illustrons ce point par un exemple chiffré. En remplaçant les variables par leurs valeurs dans les équations de IS et LM, nous obtenons les expressions suivantes pour R. Les deux courbes se croisent au point A, dont les coordonnées sont données par les formules de Y et R étoile que nous avons établies précédemment. Que se passe-t-il en cas de variation d'une des composantes de la demande autonome? Que ce soit la consommation autonome, l'investissement autonome ou encore les dépenses publiques. Prenons par exemple le cas d'une augmentation des dépenses publiques G égale à 10. G qui était égal à 10 passe donc à 20. La courbe IS se déplace à droite et le niveau d'équilibre se situe désormais au point B. À ce niveau, le revenu et le taux d'intérêt sont plus élevés. La courbe IS s'est déplacée à droite d'un montant égal à la variation des dépenses publiques fois le multiplicateur égal à 1 sur 1 moins C dans notre exemple. Si le taux d'intérêt n'avait pas bougé, l'équilibre se serait situé au point C et le revenu aurait progressé de la variation des dépenses publiques fois 1 sur 1 moins C. Mais avec la prise en compte du marché monétaire, la hausse du revenu induit une augmentation du taux d'intérêt qui freine l'investissement, si bien que le revenu connaît une progression moindre. Le multiplicateur de dépenses étant plus faible dans ce cas-là. Le nouvel équilibre se situe au point D. Pour connaître le nouveau taux d'intérêt, il suffit d'appliquer la formule avec G qui est désormais égale à 20 au lieu de 10, la demande autonome passant donc de 170 à 180. Le taux d'intérêt à l'équilibre passe donc de 11,89% à 13,78%. On pouvait aussi calculer directement la variation du taux d'intérêt avant de l'ajouter au taux d'équilibre précédent pour obtenir le nouveau taux d'équilibre.
Dans le cadre du modèle ISLM, il est donc important de noter que l'augmentation des dépenses, notamment des dépenses publiques, peut stimuler la production à prix constant. Cette stimulation de la production se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe IS, reflétant une hausse de la demande globale. Cependant, cet accroissement de la demande entraîne également une hausse du taux d'intérêt, illustrée par un mouvement le long de la courbe LM. Cette hausse du taux d'intérêt peut, à son tour, modérer l'impact initial de l'augmentation des dépenses en freinant les investissements et la consommation, ce qui atténue en partie l'effet expansionniste initial sur la production. Toutefois, la politique monétaire peut jouer un rôle crucial pour atténuer l'impact haussier sur le taux d'intérêt engendré par la politique budgétaire expansionniste. En effet, si la Banque centrale décide d'augmenter l'offre de monnaie, cela entraîne généralement une baisse des taux d'intérêt. Cette baisse de taux se manifeste par un déplacement vers la droite de la courbe LM, qui peut compenser ou même annuler l'augmentation initiale du taux d'intérêt causée par la hausse des dépenses publiques. Cette interaction souligne l'importance de la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires. En cas de synchronisation efficace, la politique monétaire accommodante peut soutenir l'expansion économique initiée par la politique budgétaire, en évitant une hausse excessive des taux d'intérêt qui pourrait freiner l'investissement et la consommation. En l'occurrence, dans notre exemple, il faudrait que l'offre de monnaie augmente de 9,3 pour que le taux d'intérêt reste au même niveau qu'avant la hausse des dépenses publiques. Il existe toutefois deux situations particulières dans le modèle ISLM qu'il nous faut évoquer à présent. La première est celle de la trappe à liquidité que l'on peut qualifier de situation typiquement keynésienne. La trappe à liquidité est une situation économique où les taux d'intérêt sont tellement bas, souvent proches de zéro, que la monnaie devient une réserve de valeur préférée pour les agents économiques. Dans ce contexte, les gens préfèrent conserver de la liquidité plutôt que d'investir, rendant ainsi les politiques monétaires conventionnelles inefficaces pour augmenter le niveau de production, car une augmentation supplémentaire de l'offre de monnaie n'entraîne pas de baisse significative des taux d'intérêt ni d'augmentation de l'investissement. Dans le cadre de la trappe à liquidité, on considère que la demande de monnaie pour motif de spéculation, le coefficient bêta, devient infini ou parfaitement élastique à un certain taux d'intérêt bas, souvent proche de zéro. Tout accroissement supplémentaire d'offre de monnaie laisse le niveau de production inchangé. La deuxième situation particulière est celle où la courbe LM devient verticale, ce qui se produit lorsque la demande de monnaie est totalement insensible aux variations du taux d'intérêt. Dans ce cas, l'élasticité de la demande de monnaie par rapport au taux d'intérêt, représentée ici par le coefficient bêta, est effectivement nulle. Cela signifie que la demande de monnaie est parfaitement inélastique, indépendamment du niveau du taux d'intérêt. Le revenu d'équilibre, sous l'hypothèse d'un bêta nul, s'écrit alors comme ceci. Si on réarrange les termes de l'expression pour faire apparaître PY à gauche et qu'on dérive PY, c'est-à-dire le revenu nominal, par rapport à l'offre de monnaie MO, on obtient l'équation de la théorie quantitative de la monnaie en considérant 1 sur alpha constant. Dans cette perspective, une variation de l'offre de monnaie MO se traduit par une variation proportionnelle du revenu nominal PY à condition que V ou 1 sur alpha soit constant. Pour Keynes, à court terme et avec des prix constants, une augmentation de l'offre de monnaie MO peut stimuler une augmentation de la production Y tant qu'il existe du chômage, c'est-à-dire avant d'atteindre le plein emploi. Cependant, une fois le plein emploi atteint, tout accroissement supplémentaire de MO aurait tendance à être inflationniste, car la capacité de production additionnelle est limitée. Pour les économistes classiques, en revanche, une augmentation de l'offre de monnaie est toujours perçue comme inflationniste, car il suppose que l'économie est constamment au plein emploi grâce à la flexibilité des prix et des salaires. Selon cette perspective, toute augmentation de MO se traduit principalement par une hausse du niveau général des prix plutôt que par une augmentation de la production réelle. Par suite, l'efficacité des politiques monétaires et budgétaires va dépendre de la zone dans laquelle les courbes IS et LM se croisent.
Si la courbe IS coupe la courbe LM au niveau de la trappe à liquidité, seule la politique budgétaire à travers l'augmentation des dépenses publiques ou la réduction des impôts sera efficace pour augmenter le niveau de production. Sur la partie inclinée de LM, les deux politiques s'avèrent efficaces. La politique monétaire peut réduire les taux d'intérêt et stimuler l'investissement, tandis que la politique budgétaire peut augmenter directement la demande globale. Sur la partie verticale de LM, où la demande de monnaie est inélastique par rapport au taux d'intérêt, la politique budgétaire devient inefficace pour augmenter la production, car toute augmentation des dépenses se traduirait principalement par une hausse des prix plutôt que par une augmentation de la production réelle. Cependant, la politique monétaire, notamment par l'augmentation de l'offre de monnaie, peut encore être efficace pour augmenter le revenu d'équilibre, car elle décale la courbe LM verticale vers la droite. En conclusion, le modèle ISLM, bien que largement utilisé dans l'analyse macroéconomique, comporte plusieurs hypothèses restrictives qui limitent sa portée et son application. Ces hypothèses et limitations indiquent que, bien que le modèle ISLM soit un outil utile pour comprendre certaines dynamiques économiques de base, il doit être utilisé avec prudence, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser des politiques ou des situations économiques complexes dans un contexte plus réaliste. Pour terminer, voici une liste des principales hypothèses et limitations du modèle.